Lancer une chaîne YouTube originale sans savoir exactement qui va nous regarder ni comment présenter notre contenu peut sembler risqué. Mais parfois, ce n'est pas la stratégie qui nous pousse à parler, mais un besoin profond, celui d'exprimer des idées, des sentiments et des réflexions qu'on garde en nous depuis trop longtemps. Et souvent, la vidéo est le seul moyen d'être entendu quand la parole est confisquée ailleurs. Car aujourd'hui, beaucoup parlent à notre place. Des soi-disant représentants, des experts qui ne vivent pas ce que nous vivons, s'expriment dans les médias pour nous, sans jamais nous consulter. Mais ce qui nous pousse à créer cette chaîne, c'est ce feu intérieur. Depuis plus de 10 ans, les choses se sont aggravées pour les musulmans de France. Le climat est devenu tellement pesant qu'on étouffe. Alors on a décidé d'utiliser cet espace libre qu'est YouTube pour faire entendre notre voix, pour dénoncer, pour expliquer, pour résister. Cette chaîne, c'est notre cri, notre réponse, notre manière de regarder en face ceux qui veulent nous faire taire. Mais il faut être honnête. Dans notre communauté aussi, il y a eu beaucoup de silence, trop de prudence, trop d'actions invisibles, trop peu de réactions visibles et fortes. À part quelques personnes qui font de leur mieux, beaucoup restent passifs. Et dans certaines mosquées, on assiste à un discours mou, sans impact, qui endort plus qu'il ne réveille. Heureusement, une nouvelle génération de musulmans se réveille. Beaucoup retrouvent leur foi, leur dignité et leur lucidité. Mais face aux attaques qu'on subit chaque jour, dans les médias, les débats, les lois, cette prise de conscience ne suffit pas encore. Les reportages sensationnalistes s'enchaînent, les débats biaisés tournent en boucle, des faits divers deviennent des affaires d'État, les préjugés deviennent des vérités acceptées, et les lois qui restreignent nos libertés ne cessent de se multiplier. L'islamophobie est devenue presque officielle. Le système est bien rodé. Il écrase toute tentative de défense. Il veut nous faire croire que résister est inutile. Mais cette chaîne YouTube veut dire l'inverse. Elle est là pour secouer, réveiller, informer et surtout construire une vraie réponse. Parce que pour répondre efficacement, il ne faut pas juste s'indigner. Il faut frapper fort, mais intelligemment. Il faut répondre avec la même rigueur, la même intensité, la même puissance que ceux qui nous attaquent. Aux fausses informations, on répondra avec des faits. Aux discours simplistes, on opposera des analyses solides. Aux stéréotypes, on apportera de vraies connaissances. Cette chaîne sera un espace de réflexion, d'analyse, d'éducation. On parlera d'histoire, de politique, de sciences islamiques, avec sérieux mais de façon accessible. Parce que la vraie bataille se joue aussi dans les idées. Et pour y faire face, il faut comprendre nos adversaires, leur manière de penser, leur idéologie, leur stratégie. On ne peut pas se défendre sans savoir de quoi il s'agit. Il faut décrypter, analyser, anticiper. C'est pour cela que cette chaîne repose sur 3 piliers, nous-mêmes, les autres, et la manière dont nous interagissons avec eux. C'est une chaîne pour comprendre, pour résister, et surtout, pour ne plus jamais se taire. Mais la véritable question qui se pose aujourd'hui, c'est comment peut-on être musulman en France au XXIe siècle ? Pas seulement musulman dans un sens culturel, mais réellement croyant, pratiquant un islam orthodoxe. Comment cela est-il encore possible dans une société comme la nôtre, en 2025 ? Cela peut sembler une question démodée, un peu vieille, mais pourtant, elle résonne encore aujourd'hui. Il y a plus de 250 ans, Montesquieu se demandait « Comment peut-on être persan ?» Aujourd'hui, la question se pose autrement. Comment peut-on être musulman en France ? La différence ? Cette interrogation d'hier est profondément française, et elle ne trouve pas de parallèle ailleurs. C'est ce qui fait que ce questionnement est toujours aussi pertinent aujourd'hui. Prenez un exemple. Au XVIIIe siècle, quand un persan arrivait dans les rues de Paris, il attirait l'attention. Aujourd'hui, ce sont les musulmans français, avec leur barbe et leur voile, qui suscitent la même curiosité. Cela soulève une question essentielle. Pourquoi un musulman doit-il toujours justifier son existence en France ? Le fait est que, la plupart du temps, quand un musulman répond à cette question, il entre dans une posture qui ne fait que renforcer cette image de l'islam comme quelque chose de mystérieux, d'incompréhensible, qu'il faut expliquer et justifier sans fin. C'est fatigant,
et souvent, ça ne sert à rien. Ceux à qui l'on s'adresse sont souvent déjà convaincus de leur certitude. Ils ne sont pas prêts à écouter une réponse sérieuse, fondée sur la réalité de la foi musulmane. Alors, et si on inversait la question? Et si la question était « Comment peut-on ne pas être musulman aujourd'hui en France ?» Ça change tout. Parce qu'au lieu de se justifier, on pose une vraie interrogation. Qu'est-ce qui empêche un citoyen français de vivre pleinement sa foi musulmane, dans sa forme authentique, sans honte, sans renier son identité? Parce que si on y pense bien, ceux qui cherchent à imposer une version aseptisée de l'islam, sans âme, sont-ils vraiment prêts à remettre en question leur propre certitude? Qu'est-ce qui peut vraiment nuire à la conviction d'un musulman français qui tire sa réflexion d'un islam lucide, clair et cohérent, et qui peut convaincre un citoyen français converti à l'islam d'abandonner cette vision profonde de la foi pour une version édulcorée, une caricature qui ne correspond à rien de réel? C'est là que tout se joue. Si on regarde bien, ceux qui accusent à l'islam de ne pas être rationnel ou cohérent sont souvent ceux qui ne veulent même pas écouter une explication sérieuse. Mais la vraie question, c'est pourquoi cette foi ne pourrait-elle pas répondre de manière tout à fait rationnelle aux défis du monde moderne, y compris en France? Et à ceux qui continuent de dire que l'islam n'a pas sa place en France, ou que les musulmans doivent se conformer à des standards étrangers, à leur propre culture et foi, il faut leur poser une question simple. Qu'est-ce qui, dans la réalité de l'islam, est incohérent ou illogique? Qu'est-ce qui, dans cette vision du monde, pourrait être inacceptable ou irrationnel juste parce qu'elle est différente des idées dominantes? Au fond, ceux qui nous accusent ne comprennent tout simplement pas cette insoumission. Cette conviction qu'on porte, ce n'est pas une rébellion pour le plaisir de réagir. C'est un engagement profond, réfléchi, nourri par l'histoire, par la culture et par une foi solide. Ce que ce message veut montrer, c'est que cette foi n'est pas une folie, ni une aberration. Elle est une réponse objective et réfléchie face à un monde qui parfois perd son sens. C'est la vraie question. Pourquoi aujourd'hui un musulman français devrait-il renoncer à cette foi qui lui donne toutes les réponses parce qu'elle ne correspond pas à ce que certains voudraient qu'elle soit? Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre l'esprit de cette chaîne, qui est de proposer une vision claire et sans compromis sur des sujets souvent mal compris, afin de créer un dialogue authentique et ouvert sur la foi, la culture et l'islam dans le monde moderne. Le choix de ce nom pour notre chaîne YouTube, France Islam Investigation, vise à explorer en profondeur les questions et enjeux liés à l'islam en France, tout en cherchant à comprendre les différentes dimensions de cette relation. Ce titre pourrait prêter à confusion ou être mal interprété, notamment par rapport à des termes comme idée, islam ou Anne France, mais notre objectif est de montrer que ces éléments sont étroitement liés dans un contexte unique. Le philosophe français Louis Althusser expliquait l'idéologie comme le système d'idées et de représentations qui domine l'esprit d'un individu ou d'un groupe social. Les musulmans ne considèrent pas l'islam comme une idéologie au sens strict, car il ne s'agit pas d'une pensée humaine construite de manière consciente, mais d'une foi fondée sur des principes divins. Ici, nous ne cherchons pas à promouvoir une simple vision islamique, mais plutôt une réflexion guidée par les valeurs et les principes de l'islam. Ces principes sont ce qui nous aide à analyser et à comprendre l'environnement dans lequel nous vivons, ainsi que les défis auxquels notre foi est confrontée. Louis Althusser n'a pas précisé que ce système d'idées est profondément influencé par l'environnement politique, social et culturel de chaque groupe. Dans le cadre de France Islam Investigation, cette idéologie dite française est la résultante de cet environnement particulier, mais aussi des individus qui l'habitent. Il est important de noter que cet adjectif « français » ne désigne pas une identité propre de l'islam, mais simplement un produit de ce contexte précis. Il n'existe pas d'islam de France en tant qu'entité unique et distincte, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de réflexion islamique propre à la France. Cette idée est souvent mal comprise, même par des chercheurs ou des musulmans. L'erreur consiste à confondre idéologie islamique et islam. L'idéologie, dans ce contexte, est historique et dépend du cadre dans lequel elle se développe. Par exemple, il pourrait y avoir une idéologie islamique algérienne
anglaise ou pakistanaise, chacune adaptée à son propre contexte. De même, l'idéologie islamique française sur France Islam Investigation peut s'étendre au-delà des frontières françaises, car des problèmes similaires dans différents contextes peuvent mener à des réponses idéologiques proches. Mais toutes ces idéologies reposent sur les principes de l'islam, partagés par tous les musulmans, indépendamment du pays. Une autre idée fausse serait de croire qu'il existe autant de visions de l'islam qu'il y a de contextes différents. Cela est le reflet d'une confusion dans la pensée occidentale. L'islam possède une seule et même orthodoxie, ensemble de croyances, et une seule orthopraxie, ensemble de pratiques. Mais cela ne signifie pas que les réponses à des problèmes spécifiques seront identiques partout. L'islam permet une certaine autonomie de pensée tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux. Les idées que nous présenterons sur France Islam Investigation sont fondées sur les bases de l'islam, mais peuvent évoluer pour répondre aux besoins contextuels, tout en restant fermement ancrés dans ses principes immuables. L'islam ne change pas sous l'effet de ces ajustements, car ses valeurs de base restent constantes. La difficulté survient lorsqu'une idéologie, en s'adaptant trop à un environnement local, perd contact avec ses racines religieuses et commence à adopter des idées contraires aux principes de l'islam. C'est à ce moment-là que l'idéologie perd son caractère islamique. En résumé, ce que nous cherchons à présenter sur France Islam Investigation, ce sont des réflexions et des idées islamiques cohérentes et justifiées, qui répondent aux questions et défis que nous rencontrons. Elles sont issues de l'orthodoxie et de l'orthopraxie de l'islam, mais restent flexibles et adaptées au contexte spécifique, sans compromettre l'essence même de la religion. Pour mieux nous défendre et faire entendre notre point de vue de manière efficace, il est essentiel d'être non seulement informé, mais aussi capable de nous exprimer de façon claire et compréhensible. Comment défendre notre foi de manière claire et compréhensible ? On va parler de l'importance d'être clair et logique quand on défend nos convictions. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? L'idéologie, c'est toujours quelque chose de personnel. Elle dépend de notre réflexion, qu'elle soit individuelle ou collective. Notre objectif ici, c'est de vous présenter notre idéologie de manière objective, avec des arguments rationnels qui sont compréhensibles pour tout le monde. Cependant, même si on veut être objectif, il faut reconnaître que nos convictions sont subjectives. C'est une question de croyance, de foi. Et c'est là que les choses se compliquent. Car, dans notre monde actuel, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre un argument religieux basé sur la foi, surtout quand il s'agit de religions traditionnelles. Prenons l'exemple de l'islam. Beaucoup de gens perçoivent l'islam comme une religion ancienne, incompatible avec la raison et la modernité. Alors, comment convaincre quelqu'un de la véracité de notre foi quand ses bases fondamentales ne sont pas partagées par tout le monde ? En réalité, il est souvent très difficile de défendre des convictions islamiques en utilisant des versets du Coran, surtout quand certains considèrent le Coran comme un livre ancien, écrit il y a des siècles. De même, parler des hadiths du prophète peut sembler inutile pour ceux qui le voient seulement comme un chef de guerre ou un philosophe. Les arguments religieux ne convaincront que ceux qui croient en la transcendance et une divinité supérieure. Mais pour ceux qui adhèrent au matérialisme athée ou au relativisme, ces arguments ne serviront à rien. Dans ce cas, il devient presque impossible d'expliquer notre foi de manière traditionnelle. Pourquoi ? Parce que ces personnes ne croient tout simplement pas à la foi. Pour eux, tout ce qui est irrationnel ou intangible n'a aucune valeur. Et c'est là que le Coran nous guide en nous disant « Discutez avec les gens du livre de la manière la plus courtoise, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites-leur « Nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et le vôtre ne font qu'un, et nous, lui sommes totalement soumis. » Donc, le véritable dialogue est seulement possible avec ceux qui partagent une croyance en une divinité unique. Les injustes, ce sont ceux qui ne sont plus ouverts à la foi et qui ne croient plus en la transcendance. Aujourd'hui, la raison de leur fermeture vient de la modernité, qui les a poussés à rejeter tout ce qui est au-delà du rationnel et de la matérialité. En fait, ces personnes ne savent même pas qu'elles sont influencées par cette pensée nihiliste qui rejette toute moralité venant de l'extérieur de l'humanité. Voilà, en résumé,
Défendre notre foi aujourd'hui, c'est difficile, mais c'est possible si on comprend bien les bases de cette réflexion et de ce dialogue avec les autres. Et si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager. Lénine, lorsqu'il parlait de la morale, rejetait toute forme de principe moral qui ne venait pas directement de l'expérience humaine, c'est-à-dire qui ne découlerait pas des réalités sociales dans lesquelles l'homme se trouve. Il considérait que toute morale extérieure à l'homme, comme celle issue de la religion chrétienne, ne pouvait pas être pertinente, car elle ne reposait pas sur la lutte des classes, la dynamique sociale et la condition humaine. Aujourd'hui, ce rejet de ce qui ne fait pas partie de leur propre logique se retrouve dans la pensée contemporaine. Les néo-inquisiteurs de la modernité, par exemple, ne considèrent comme valable que la pensée qui s'inscrit dans les fondements philosophiques de la rationalité occidentale. Toute argumentation qui ne s'aligne pas sur leurs principes empiriques, matérialistes ou relativistes est rejetée, y compris les arguments provenant de l'islam. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons dû revoir complètement la manière dont nous abordons ce débat. Pour pouvoir discuter efficacement avec ceux qui rejettent l'islam sur la base de leur propre vision, il nous fallait utiliser une méthodologie qui inclut leurs présupposés philosophiques. Cette approche nous permet de puiser dans les courants intellectuels de l'Occident en utilisant des analyses qui, sans être religieuses, démontrent la cohérence et la rationalité des croyances islamiques. En fait, de nombreuses critiques modernes de la société et de ses idéaux utopiques suffisent à prouver que l'islam n'a rien perdu de sa pertinence. Ce n'est pas que l'islam ait changé, mais plutôt que l'effondrement des principes modernes permet aujourd'hui une redécouverte des valeurs islamiques, les rendant plus actuelles et intemporelles que jamais. Il est important de se rappeler que les savants musulmans ont toujours encouragé l'étude des sciences et des idées extérieures, même celles de leurs adversaires. Cela se reflète dans l'enseignement du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui disait que ceux qui combattent l'islam peuvent posséder de grandes connaissances, mais cela ne fait pas d'eux des détenteurs de la vérité. En d'autres termes, l'islam ne craint pas l'intellectuel, bien au contraire, il invite à comprendre les arguments des opposants pour pouvoir leur répondre de manière éclairée. Le cheikh Mohammed al-Othaymin, à son tour, explique que pour dialoguer efficacement avec ceux qui défendent des idées opposées, il faut non seulement connaître leurs arguments, mais aussi être prêt à utiliser les connaissances islamiques de manière rationnelle. Cela implique de maîtriser à la fois les textes religieux et les outils intellectuels nécessaires pour faire face aux critiques. Ce processus de compréhension mutuelle, bien qu'il soit ancré dans des principes islamiques, est renforcé par des analyses rationnelles issues de diverses disciplines. Ibn Taymiyya, dans ses fatwas, nous rappelle que la vérité, quelle que soit sa source, mérite d'être acceptée. Il s'agit là d'une approche qui refuse de se laisser enfermer par les étiquettes que d'autres tentent de poser sur nous. Au contraire, la vérité se révèle par sa lumière, et cette lumière ne dépend pas de l'identité de celui qui la porte. Ainsi, en utilisant cette méthodologie, nous pouvons démontrer que les convictions des musulmans sont non seulement valables, mais également fondées sur une logique rigoureuse et des principes universels. Cette approche ne se limite pas à défendre l'islam, mais cherche aussi à ouvrir un espace de dialogue où les idées peuvent être échangées de manière honnête, sans préjugés. Le but de cette vidéo est de mettre en lumière la solidité des convictions musulmanes face aux critiques modernes et de montrer que, même dans le cadre des discussions rationnelles et philosophiques, l'islam garde une place centrale.